Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Biscuit, qui est un jeton d'authentification et d'autorisation pour les microservices et les web services, avec Geoffroy Coupry. Bonjour Geoffroy. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Geoffroy, on a déjà réalisé plusieurs épisodes ensemble, mais pour les auditeurs qui ne les auraient pas écoutés, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Bien sûr. Donc moi, c'est Geoffroy. Je suis actuellement chez Apollo GraphQL, où je bosse sur un routeur haute performance en GraphQL. Je suis très orienté Rust, étant dans cette communauté depuis quasiment la publication des premières versions. Et depuis quelques années, je bosse sur le projet Biscuit. J'ai commencé dans mon job précédent chez Clever Cloud et en fait qui continue, qui est en train de grossir, se créer une petite communauté open source très sympa. Alors pour resituer le contexte, nous allons parler donc de microservices, de web services. Est-ce que tu peux nous expliciter tout ça rapidement ? Oui, donc le web service, c'est ce qui va recevoir votre requête web, que ce soit site web ou vraiment quelque chose de purement machine à machine, qui n'est pas orienté navigateur, juste une interface qui va répondre de la donnée. Et le microservice, c'est une des manières de faire la tambouille derrière. C'est-à-dire que est-ce qu'on a une grosse application, ce qu'on appelle un monolithe, qui va tout faire vraiment en un seul bout de code, ou est-ce que plusieurs parties de ce web service, de cette application, va être séparée entre différentes machines, différents services qui interagissent entre eux, que généralement l'utilisateur ne voit pas, mais on peut avoir des infrastructures avec des centaines, des milliers de microservices qui se parlent entre eux. Et donc, Biscuit sert de jeton d'authentification et d'autorisation. Est-ce que tu veux bien nous expliquer la différence entre les deux ? Donc, pour l'authentification, il s'agit de prouver qui on est. Alors, c'est pas l'identification qui est une partie de ça, qui est vraiment je prouve que je suis Geoffroy. Par exemple, je montre ma carte d'identité, des choses comme ça. Ça, c'est un mécanisme d'authentification, mais l'authentification, ça peut être quelque chose d'aussi simple que est-ce que je suis la même personne qui s'est connectée que celle qu'on a vue il y a 1 heure ? Et on a plein de mécanismes d'authentification qui sont plus ou moins flexibles pour différents usages. Ça peut être on a enregistré un login, un mot de passe dans le site, ou ça peut être on délègue à un autre service, comme ce qui se fait avec les connexions par Google. Ça peut être des choses encore plus alambiquées, type les Active Directory, des choses comme ça. En gros, c'est toujours, on doit savoir si la personne à qui on parle est bien celle à qui on devrait faire confiance. L'autorisation, c'est une fois qu'on sait à qui on parle, c'est qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que cet agent, utilisateur ou machine peut faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on a accès à tel ou tel fichier ? Est-ce qu'on a accès à tel service ? Est-ce qu'on peut se connecter à cette machine sachant qu'on est dans telle partie du monde ou pas ? Est-ce que la date a expiré ? Il y a plein de règles, plein de possibilités là-dessus, sur l'autorisation, qui vont dépendre vraiment des besoins de l'application. Ça peut aller de qui a le droit de se connecter sur le compte Netflix pour lire des films et combien de personnes en même temps, ou des mécanismes de délégation extrêmement compliqués dans justement des applications web. Et pourquoi est-ce que on va utiliser des tokens avec un langage compliqué plutôt que de le faire à l'ancienne, où quand quelqu'un arrive avec une identité, on va chercher dans la base de données s'il a les droits, peut-être avec des ACL ou un truc de ce genre, et puis gérer l'autorisation comme ça. Alors si on peut le faire, on a généralement tous intérêt à le faire parce que c'est une méthode qui est extrêmement simple. En fait,
On a dans le cookie un truc qui est complètement random et voilà, on arrive, le cookie et on regarde la valeur, on va chercher en base, on a les infos de session, quel utilisateur c'est, tout ce qu'on peut avoir. Et si on veut révoquer ça, bah, c'est pas compliqué, on enlève cette entrée de la base et puis c'est fait. C'est super, sauf que en fait, si on passe à l'échelle, si on commence à complexifier l'app, c'est pas forcément très adapté. Par exemple, si la requête, on parlait de microservices tout à l'heure, on peut avoir une même interface web, un même nom de domaine qui va avoir sur une même API plusieurs endpoints, je commence à parler en anglais, désolé, sur plusieurs adresses sur le même nom de domaine, mais qui en fait sont dirigés vers différents services. Et peut-être que tous ces services n'ont pas, eux, la notion d'utilisateur, de rôle, peut-être que eux n'ont pas accès à cette base de données. Ça peut être par exemple un site d'info qui a un concept de compte utilisateur et il y a un petit encart dans un coin qui dit vous êtes connecté ou pas, vous avez accès ou pas à des choses. Mais peut-être que le service qui lui dit moi si on me demande tel article, je veux juste savoir si on est autorisé à lire cet article. J'ai pas à avoir accès à la base utilisateur entière parce que tous les autres services comme moi vont essayer d'y accéder en même temps. Donc ça fait cette espèce de gros point de contention auquel tout le monde va se connecter et ça complexifie l'archi. C'est pour ça qu'au bout d'un moment on a envie de partir à des systèmes un peu plus découplés où le service qui va vérifier les droits, qui va vérifier l'autorisation n'est peut-être pas forcément celui qui a accès à toute la liste de tous les utilisateurs, toutes les connexions. Ça peut être quelque chose, on peut quand même faire passer ça à des échelles énormes, mais si le système se complexifie, on va avoir envie effectivement de séparer un peu cette gestion de droits d'utilisateur en des choses plus décentralisées. Je disais, il y a aussi un problème de lenteur, c'est-à-dire que si je m'authentifie sur un référentiel d'authentification que je dispose ensuite d'un jeton et que je l'utilise sur un service tiers, le service tiers doit accéder à la base de données, donc il faut qu'il se connecte à la base de données, donc toute la partie TCP, toute la crypto éventuellement c'est sur du TLS, ensuite requête la base de données, tout ça pour vérifier juste que j'ai bien le droit d'y accéder. Il y a aussi un problème de lenteur et le fait effectivement, comme tu le disais, de devoir accéder à la base de données, ce qui fait qu'avec des vérifications locales basées sur la crypto dont tu vas nous parler, ça permet justement de se passer d'accéder au référentiel d'identification. Et du coup, la solution, c'est de confier à l'utilisateur la liste de ce qu'il a droit de faire. Ça dépend. Peut-être qu'on pourrait confier quelque chose à l'utilisateur si on sait que ce qu'il nous rend après n'a pas été bricolé. Alors, c'est globalement le concept de la carte de crédit. On ne possède pas notre carte de crédit. Ce qu'il y a dessus, ça a été conçu pour que ça ne soit pas bricolable par l'utilisateur en fait. Et c'est un peu le concept qu'on a avec ces tokens d'autorisation, que ce soit les biscuits, les macarons ou les JSON Web Tokens. On donne quelque chose à l'utilisateur et on garantit par de la crypto que quand il nous le renvoie dans une requête, ça n'a pas été modifié sans autorisation, quoi. Et du coup, pour celui qui développe le service, qu'est-ce qu'il y a à faire pour accepter le biscuit ? Et comment est-ce qu'il accepte le biscuit ? Comment est-ce qu'il s'en sert ? Alors, le biscuit, en fait, il va se balader comme se fait par exemple un JSON Web Token, c'est dans un header HTTP. Donc on a clé valeur quelque part qui nous dit voilà, on a la donnée, le token qui se promène avec la requête. Ce qu'il faut, c'est avoir un filtre d'autorisation qui voit ce header, qui récupère la valeur, qui désérialise, vérifie la signature du token et après regarde quelles autorisations on a, quelle validation appliquer. Ça se fait par les différentes bibliothèques qu'on a développées. Donc on a du Rust, du JavaScript, du Go, du Java, Python, Haskell. Je crois même qu'il y a du .NET. Ouais, il y a du .NET. Donc il y a un peu de tout en fait. Et c'est un des points importants qu'il y a eu dans ce projet-là, c'est de s'assurer que les politiques d'autorisation qu'on peut mettre en place, qui peuvent être portées par le token ou portées par le côté serveur, s'exécutent toujours de la même manière, quelle que soit l'implémentation. Parce qu'on a eu le cas, par exemple, vous utilisez des JSON Web Tokens, vous avez ce qu'on appelle les scopes qui servent à définir c'est là où les gens vont généralement mettre leur rôle, leurs autorisations, choses comme ça. Et on va se retrouver avec des cas où c'est pas exécuté de la même manière selon le système. Nous, en apportant une spécification sur l'autorisation, on peut s'assurer que partout, ça va s'exécuter comme il faut.
Et est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent de prévenir le vol de biscuits? Alors, c'est le sujet de la révocation, et qui est un très 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 long et grand sujet. Mais avant d'y arriver, je vais quand même expliquer un petit concept sur le design de biscuits, parce que c'est quand même la partie importante, et après on revient sur la révocation. Donc, quand on a un JSON Web Token, on va mettre peut-être dedans un user ID ou une liste de rôles, des choses comme ça, on vous le donne, et puis après il est renvoyé au service, et ce sera toujours le même. C'est pas modifiable, et donc par exemple, c'est le service qui reçoit le JSON Web Token, qui l'utilise, factuellement, il peut se faire passer pour l'utilisateur parce qu'il a la donnée exacte qui permet de dire c'est cet utilisateur-là, c'est validé par crypto que ça peut être que cet utilisateur, que c'est à lui qu'on a donné ce token-là, et voilà sa liste de droits. Donc n'importe quel porteur de ce token peut agir au nom de l'utilisateur. Donc comme un cookie. Voilà, la même chose que le cookie en fait. Et par exemple, dans les cas de microservices, où on a plein de services qui se parlent les uns aux autres, si on a des bouts de requête qui se baladent d'un service à un autre, et qu'on veut garder ce contexte d'autorisation de l'utilisateur, est-ce qu'on balade ce JSON Web Token d'un service à un autre? Ça veut dire que le moindre service qui voit passer le token, si ce service a été compromis, il garde le token, il l'utilise pour aller faire des requêtes aux uns aux autres à droite à gauche, comme s'il était l'utilisateur, et il n'y a rien qui pourra l'en empêcher. Et ça, c'est un vrai problème d'autorisation dans les microservices, quoi. Et nous, ce qu'on avait vu, c'est qu'il y avait un projet qui s'appelle Macaroon, qui était très intéressant. C'était ce concept de jeton d'autorisation, où quand on l'a entre les mains, en fait, en appliquant une opération assez rapide, on peut dériver un token, un nouveau jeton, qui soit, lui, qui ait moins de droits que le premier. C'est-à-dire, sans repasser par le serveur qui a créé le token, en modifiant, en bricolant la donnée qu'on a localement, on peut réduire les droits, jamais les augmenter, on peut réduire les droits, obtenir un token qui a moins de droits, et par exemple se servir de celui-là pour faire les requêtes. Ça peut être, j'appelle une adresse particulière de mon web service, eh bien je vais modifier le token pour dire cette requête n'est faisable que sur cette adresse-là. Et puis, ça n'est valable que pour les 2-3 prochaines secondes, par exemple. Ça peut être, tiens, j'avais tout ce set de droits, j'avais accès à tel dossier en entier, lecture, écriture, maintenant je dis, il y a accès que à ce sous-dossier-là, et seulement lecture. On peut faire des choses comme ça. Et donc ça, c'est extrêmement puissant. Il y a un problème par contre avec les macaroons, c'est que pour les créer, on a besoin d'une clé secrète, et pour vérifier, on a besoin de cette clé secrète aussi. Ce qui signifie que si on utilise des microservices, chaque microservice qui va avoir à vérifier ce macaroon doit connaître la clé secrète. Donc factuellement, il a toutes les autorisations de tout dans le système. Il peut créer le moindre token qui aurait les droits qu'il veut. Vu qu'il connaît la clé secrète, il peut le faire. Et pareil avec un système à web service, le moindre service qui va recevoir ça va factuellement pouvoir se faire passer pour l'utilisateur parce qu'il va connaître la clé secrète. Mais la clé secrète, elle est stockée uniquement sur un seul device, hein. Si en théorie. Elle n'est stockée que sur la machine qui va créer le token, au service qui crée le token et au service qui le vérifie. Et le problème, c'est que le service... Si à l'origine, tu as une usurpation d'identité, c'est le maillon faible, mais sinon, si c'est quelqu'un qui est légitime... si quelqu'un veut essayer de lui voler sa session, etc., c'est plus compliqué s'il n'a pas accès à la machine. En fait, le problème que tu as, c'est la distribution de clés symétriques pour faire du HMAC sur un nombre de services qui est important, où tu vas avoir un nombre de clés, soit tu auras des clés partagées entre services, soit tu as un nombre de clés exponentiel, au carré du nombre de services, et à gérer, c'est l'enfer. Et puis révoquer des clés quand tu as commencé à les distribuer comme ça, c'est aussi pas évident. Oh, c'est infernal à un moment. Et en fait, c'est ce problème aussi qu'on doit faire confiance à tous ces services-là, en fait. Alors qu'on ne devrait pas. Et d'où vient cette idée, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce concept du token dont on peut réduire les droits, mais ça avec de la clé publique, clé privée. C'est-à-dire qu'on signe avec la clé privée, elle reste un endroit bien au chaud, bien à l'abri, et tous les services qui vérifient, eux, n'ont besoin de connaître que la partie publique, la clé publique, qui ne sert qu'à vérifier, qui ne sert pas à créer, à signer de nouveaux tokens. Et donc ça, c'est Biscuit.
Biscuit, c'est cette capacité à vérifier clé publique, clé privée, mais on peut quand même dériver le token et réduire les droits pour pouvoir faire des requêtes comme ça. Et donc là, par exemple, ce concept du microservice où on envoie une requête à l'un, puis après il envoie une requête à l'autre, etc. Bah, en fait, le premier, il reçoit une requête avec un token avec une série de droits, puis peut-être avant d'envoyer au deuxième microservice, il va réduire le set de droits possible et dire bah maintenant toi tu as le droit de faire que tes tâches, et puis celui-là il va peut-être envoyer encore un autre, et en fait de proche en proche, en fait ils n'auront accès que exactement aux droits dont ils ont besoin et pas plus. C'est-à-dire qu'on réduit énormément le contexte d'autorisation à en fait juste ce qui est nécessaire, ce qui est le principe de moindre autorité qu'on peut rarement appliquer en fait en microservice, sauf à avoir des gros points de contention. Là, on peut le faire de manière complètement découplée. Sur ton modèle, le choix de la crypto symétrique par Macaroon, c'était pour aller vite, parce que la crypto asymétrique, on pense à RSA en fait, grand nombre, c'est lent de faire une transaction. Comme on fait des web services, on veut traiter des milliers de transactions par seconde. Et puis il y a un autre problème quand je fais de la crypto asymétrique, c'est comment je m'assure que le porteur de la clé, son identité, elle est bien liée à la clé et que c'est pas une usurpation. Du coup, comment est-ce que vous solutionnez ça avec les biscuits ? Alors, sur la partie crypto, la performance qu'on a, effectivement, ça sera toujours un sujet. La crypto asymétrique, c'est plus lent, forcément, que du HMAC. Mais dans les faits, la vérification d'un token coûte moins d'une milliseconde, généralement. Même beaucoup moins, parce qu'on est sur de la signature ED 25519, qui est quand même un algo qui poutre, on va dire, c'est rapide. Voilà, on le choisit pour ça, ça marche, c'est simple, et c'est très bien supporté sur la plupart des langages. Donc, de ce côté-là, en fait, généralement, ça va. Ça passe bien à l'échelle. Après, il faut savoir à qui faire confiance en face à quel utilisateur. En fait, la clé originale, la clé privée, en fait, c'est une clé qui est c'est une clé qui est gérée par le service qui a créé les tokens. C'est-à-dire, c'est pas la clé de l'utilisateur. L'utilisateur, lui, on lui file un token qui a été signé et après il s'occupe de le renvoyer, mais ce token-là, après, il peut redériver des choses. Après, j'ai vu des gens commencer à penser à des histoires de clés gérées par l'utilisateur, etc. Mais ouais, dans la pratique, ça se fait très très bien, et il faut noter aussi que les clés et les signatures sont relativement petites, c'est-à-dire on n'est toujours pas sur du RSA à la papa, quoi. On est sur des clés de 32 octets, et signatures 64 octets, un truc comme ça, je crois. Donc ça va, c'est très raisonnable. Et c'est quoi le référentiel qui maintient la liste des droits globale ? Alors, la liste des droits, pour représenter les droits et les politiques d'autorisation, en fait, on est parti sur Datalog, qui est un langage logique très innovant, très récent, ça ne date que des années 70. En fait, on réfléchissait sur un moyen d'avoir un langage d'autorisation qui représente ce qu'on veut, et en fait, il y a une littérature énorme sur le sujet, sur l'autorisation par langage logique. Et il y a même 2-3 boîtes actuellement. Il y a le projet OPA, Open Policy Agent, et OZO aussi, ces projets-là qui sont partis sur des langages logiques. Donc c'est un truc qui s'applique plutôt bien. Et on est parti sur ce concept du langage logique, où on a d'un côté de la donnée, c'est ce qu'on appelle des faits. Ce sont des tuples de, je sais pas, une chaîne de caractères, un nom, quelque chose comme ça. On a des règles qui sont en fait, ça va être un peu comme des requêtes à une base de données, c'est-à-dire on dit, mais s'il y a tel fait avec telle donnée, tel fait avec telle donnée, etc., on va pouvoir générer d'autres données. Et là où c'est très 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 malin, c'est que ça va permettre de les matcher entre eux. Par exemple, c'est j'ai tel user ID et je veux regarder quels sont les rôles de ce user ID, donc je regarde ma liste de faits user et je suis avec mon user ID, je regarde ma liste de faits rôles, je sélectionne les rôles qui ont ces user ID. Après ma liste ressources, je dis quelles ressources sont liées à ce rôle-là. Je peux faire des choses comme ça et lier des données entre elles de manière très complexe dans la requête qui finalement
sera relativement simple à écrire. Et derrière, ça permet aussi de rajouter des politiques du style je veux autoriser la requête seulement si la date est en dessous d'une date limite. Je veux autoriser si tel utilisateur a tel rôle, ou est-ce que c'est quelqu'un dépendant de tel autre groupe, ou est-ce que c'est un admin, ou on peut avoir des passe-droits, des choses comme ça. En fait, le problème de l'autorisation, c'est que quand on commence avec quelque chose un peu ad hoc, fait à la main, dans sa DB, qu'on se concentre par exemple que sur de la gestion en rôle, et puis on se dit on verra plus tard si on veut des hiérarchies, des choses comme ça. En fait, le problème, c'est que l'autorisation, ça finit toujours par grossir, se complexifier. Et avec un langage qui, à la base, est un petit peu complexe, parce qu'il est puissant, il peut représenter beaucoup de choses, en fait, la barre à l'entrée, elle est pas si grosse, et les évolutions, elles, sont très très simples. Parce que rajouter des règles, c'est rajouter des contraintes, en fait. Dire, voilà, je peux autoriser dans tel cas, mais je peux aussi rajouter plein de contraintes qui disent, si mon utilisateur n'est pas du bon type, si la date n'est pas la bonne, si l'IP n'est pas la bonne, on peut rajouter des contraintes très très facilement, et elles vont toutes être validées de manière précise. Et ce référentiel, il crée pas un point de contention ? Parce que tout le monde va l'interroger quand même. Ça dépend. Vraiment le cas d'usage le plus simple, c'est quand le token vient avec toute la liste de droits. Ça marche bien, par exemple, quand on fait du machine à machine. Par exemple, on a un agent qu'on déploie sur une machine, peut-être dans un microservice, et il doit pouvoir accéder à un autre service quelque part. En fait, on va lui créer un token qui a l'ensemble des droits auxquels qu'il peut utiliser, et puis c'est tout. Donc quand la requête est reçue, on regarde le token nous dit exactement, moi j'ai le droit de faire ça. Quand on est dans le cadre de gestion d'utilisateur, effectivement, le problème, c'est que entre le moment où on a créé le token et le moment où la requête arrive, peut-être que l'utilisateur, il a été ajouté à une nouvelle équipe, peut-être que les droits ont complètement changé, peut-être qu'il a changé complètement de localisation. Donc, quand on est face à de la gestion d'utilisateur, ça doit être beaucoup plus fluide. Et ce qui peut se faire, c'est plus de faire une première passe où l'utilisateur, juste avant la requête, va aller chercher un token avec sa liste de droits les plus récents, en repassant par le système d'autorisation, ou en fait le token contient un user ID, et quand il arrive à l'entrée du service, en fait, on regarde le user ID, on va chercher la liste de rôles, ce qu'on ferait déjà avec un système de gestion de rôle habituel. Mais là, on va chercher la gestion de rôle, et en fait, on cherche ça dans le système d'autorisation de Biscuit, qui va appliquer ça, ce qui vient de la DB, et ce qui vient aussi du token, pour dire, voilà, en fait, le token, on a tous les rôles d'utilisateur, sauf que là, on a un token qui a été dérivé pour n'être valide que sur ce dossier-là des données d'utilisateur. En fait, on va pouvoir valider tout ce qui est côté serveur, tout ce que l'application a fait, mais en plus valider des restrictions qui ont été fournies avec le token. Ouais, après, Johan, c'est pas magique en fait. Tu dois bien vérifier les droits. Donc, soit tu les vérifies localement à base de crypto, mais tu perds la flexibilité et le délai, par exemple, sur des changements, révocations et autres. Soit tu interroges directement le référentiel central, mais t'as cette interrogation-là qui est un petit peu lente. Et du coup, sur la révocation, qu'on avait mis entre parenthèses, qui est un sujet énorme là-dedans, parce que voilà, on avait dit, quand on est sur un cookie avec un identifiant aléatoire, c'est simple, on l'enlève de la base de données, et puis voilà. Mais quand on est face à du JSON Web Token ou du macaron, comment on fait ? C'est-à-dire que c'est fait pour que on soit complètement stateless, que celui qui vérifie la requête n'ait pas à accéder à cet état commun. Alors généralement, on va avoir soit un service de révocation à qui on doit demander est-ce que ce token est valide, ou alors on nous pousse des listes de révocation qui sont les listes des derniers tokens à éliminer. Et donc ça nécessite d'avoir pensé en fait à l'avance à mettre des identifiants de révocation et d'avoir mis des dates d'expiration. Et le problème, c'est qu'en fait très souvent on oublie de le faire. On fait le premier déploiement, ça marche bien, on autorise partout, puis quand vient le moment où on doit faire la première révocation, c'est on peut pas, on a combien de tokens qui se baladent ? On va tout reset et on va recommencer. Non.
Il y a un autre mécanisme quand même, c'est d'émettre des jetons qui ont une durée de vie courte et de forcer l'expiration du token, de plus le renouveler quand l'identifiant utilisateur a expiré. Oui. Alors, je disais justement, il faut le faire, mais souvent on oublie de faire ça dans le premier déploiement. Et le problème aussi de l'expiration, c'est que l'expiration qu'on donne à un token, on veut qu'elle soit quand même sympa pour l'utilisateur. Mais quand on a été prévenu que là, il y a un token qui a été compromis, faut le révoquer là tout de suite, en fait, même avec l'expiration, on a besoin de liste de révocation. Et en fait, dans Biscuit, on a... c'est directement intégré au système que en fait, un token vient avec des identifiants de révocation, et c'est très facile d'aller les révoquer. Mais ce qui est intéressant en fait là-dedans, c'est que il y a cette histoire des tokens qu'on peut dériver, où on a un token, et puis on réduit les droits, on en crée un autre, et puis celui-là on peut réduire, etc. Quand on réduit, quand on révoque le premier token, si on dit si je veux arriver un token avec son identifiant à celui-là, en fait ça va révoquer toute la chaîne derrière. Et ça permet de s'assurer que le système fonctionne bien sur la révocation. Mais il n'y a pas de magie, il y a une gestion d'état à faire sur la révocation, c'est quelque chose qu'on devra toujours faire. Parce que juste sur la révocation, pour moi, il y a un élément qui me semble pas évident, c'est qui distribue la révocation à quoi ? Est-ce qu'il faut connaître tous les services accédés par un utilisateur pour leur distribuer, et qui doivent avoir un point d'API pour leur distribuer l'information de révocation ? Ou est-ce que c'est eux qui vont le chercher sur un point de distribution ? Alors ça, c'est pas fourni ou spécifié par Biscuit, parce que ça dépend vraiment de l'archi des gens. Il y en a, ça va être en fait un cron qui télécharge un bout de fichier dans un coin. Il y en a d'autres, ils vont avoir des flux par, je sais pas, du Kafka ou du RabbitMQ, des choses comme ça. Là, je peux fournir un système d'autorisation, je peux pas fournir toute l'archi derrière non plus. On peut recommander des choses. De préférence, je préfère quand c'est push-base, où le service de révocation va envoyer partout à tous les services qui en ont besoin la donnée. Mais quand on commence à avoir beaucoup de services dans tous les sens, en fait, ça peut valoir le coup que ces services-là, par eux-mêmes, aillent chercher l'info, parce que l'inventaire de tous les microservices va être compliqué, quoi. Ouais, donc pour nos auditeurs, ce serait d'avoir un exemple concret sur le déploiement de la techno. C'est-à-dire que là, tu nous as convaincus, c'est plus sécurisé qu'un cookie. C'est hyper souple sur des microservices, mais de façon concrète, on fait comment ? Je l'installe comment ? Je suis un site financier, je suis un site marchand, ou c'est juste un site de jeu, par exemple ? Comment tu mets en place ces micro-autorisations ? Parce que si tu as 2-3 utilisateurs, ce que je crois comprendre, c'est assez simple. Maintenant, tu as 2000 utilisateurs simultanés, tu vas faire des biscuits à la volée, et tu te rends compte qu'à un moment, tu as une compromission. Comment tu fais pour détecter, comment tu fais pour mettre tout ça en œuvre ? Comment une équipe de dev met ça en œuvre ? Alors, la question est peut-être un peu... non, c'est super intéressant comme question. Demain matin, je me pointe, je vais voir mon dev dans mon équipe, je lui dis putain, j'ai fait un super enregistrement, et mon gars, c'est parti, je veux que tu m'installes ça demain, on peut faire de l'authentification. Comment tu fais ? Alors, on va dire, c'est une partie où on est actuellement en train d'explorer, parce que en fait, ce qu'on a, c'est une bibliothèque qui permet de... J'ai un token qui arrive sous format sérialisé, je désérialise, je vérifie signature, j'applique mes politiques, etc. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on cale ça dans une application web ? On a 2-3 exemples. On a avec Express en Node qui est fait. On est en train de regarder pour faire ça dans des applications Spring. En fait, le concept, c'est qu'il y aura cette bibliothèque intégrée dans l'application web. Un endroit où on va regarder le header qui contient le token, et on va charger ça avec en utilisant la bibliothèque Biscuit. En fait, on a sur le site plein d'exemples sur comment charger ça, et toutes les infos de on est en train de requêter à telle adresse, voilà la date courante, je sais pas, voilà l'IP source du client, voilà, des choses comme ça, toutes ces choses-là dont on peut avoir besoin. Et après, en fait, le token, on l'appelle, on lui dit vas-y, autorise-moi ça. Dis-moi, est-ce que tu acceptes ou pas ? Et en fait, toutes les politiques vont se tester les unes après les autres. Mais ça vient comme une bibliothèque, ça vient pas tout clé en main, ça n'a pas vocation à tout remplacer. C'est comme je dis, on n'allait pas refaire tout le système de révocation, on va pas remplacer Spring Security. Ça n'a
aucun intérêt d'aller faire ça parce qu'il y a des gens qui ont extrêmement bien bossé là-dessus. Par contre, ça va pouvoir s'intégrer dedans. Et c'est ça qui va être intéressant. Tu peux avoir une fonction complémentaire et te permettre de gagner en agilité. Exactement. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des prestataires de services ou des services infonuagiques qui utilisent cette technologie pour les services, pour des services qui sont en prod? Alors, mon précédent employeur, Clever Cloud, utilise beaucoup les biscuits, ouais. L'un des meilleurs exemples, c'est le cluster Pulsar. Donc Pulsar, c'est une techno de messages, de queue de messages, un peu comme Kafka, qui est censé en fait pouvoir passer à l'échelle beaucoup plus parce qu'on peut créer plein de queues, enfin ils appellent ça des topics là-dedans, beaucoup plus que dans Kafka. Et le concept qu'il y avait pour déployer ça chez Clever Cloud, c'était on va faire un gros cluster, vraiment, un paquet de machines, et tous les utilisateurs vont être dessus. Alors tous les utilisateurs sur le même ensemble de machines, avec leurs données, etc. Comment est-ce qu'on va sécuriser ça? Comment est-ce qu'on va gérer l'autorisation? Et c'est là que Biscuit, en fait, ça s'avère pas mal, parce que on peut dire, il y a des concepts d'isolation dans Pulsar qui s'appelle le tenant, qui est une espèce de vraiment un sous-cluster, mais qu'on peut pas donner l'accès à ça à l'utilisateur parce que ça donne trop de droits. On a le namespace qui est un sous-ensemble de topics en fait. C'est-à-dire dans un namespace, on peut mettre plein de topics. Et l'idée, c'est de fournir à chaque utilisateur son namespace. Et pour chaque utilisateur, quand il crée son add-on Pulsar, il a son namespace et on lui file un token Biscuit qui a accès à tout sur ce namespace. Il peut créer des topics, en supprimer, il peut envoyer des messages, lire les messages, il peut faire tout ce qu'il veut. Par contre, de là, on peut redériver un token qui, lui, n'a accès que, on peut lire sur ce topic-là et écrire sur celui-là, mais que entre telle date et telle date. On en a un d'une machine qui ne peut que consommer un seul topic. Il y en a un autre qui peut lire depuis autant de topics qu'il veut, mais ils doivent tous avoir un certain préfixe. En fait, on peut mettre des règles comme ça qui sont très précises, mais du point de vue de Clever Cloud, c'est pas intéressant de gérer toutes ces possibilités, tous ces droits possibles des utilisateurs, parce que ça dépend des applications des utilisateurs. Tout ce que Clever Cloud a besoin de connaître, c'est ok, j'ai un token qui arrive, j'essaie d'accéder à ce namespace-là, ok, le token il me le valide, et maintenant le token il veut créer tel topic, eh bien est-ce que le token m'y autorise? Et en fait, tout le reste, toute l'autorisation compliquée, toute l'archi qui peut venir avec des règles comme ça, ça va être géré par l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur vient avec ses propres règles d'autorisation. Et ça qui est extrêmement puissant parce qu'il n'y a pas besoin d'aller leur imposer une manière de faire. Ils peuvent venir avec ce qu'ils veulent. C'est comme cette idée d'avoir, on imaginerait si un jour GitHub nous faisait un système de tokens où on décide en fait ce token, il peut aller lire sur ce dépôt de code et puis sur celui-là aussi, et puis il peut pousser sur tel autre, mais pas plus, et ça peut être que depuis les adresses de cette machine de CI. Ce serait génial parce que quand on voit qu'ils se font poutrer régulièrement leur token, c'est désagréable. Si on pouvait réduire exactement les règles, mais selon ce dont l'utilisateur a besoin, ce serait génial. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec ça. Il y a aujourd'hui dans l'écosystème du développement des web services, il y a une brique qui est le fournisseur d'identité, l'IDP, qui est justement l'endroit où on va aller authentifier l'utilisateur et lui donner un jeton qui va être consommé sur des web services. Aujourd'hui, il y a des choses comme Cass, Shibboleth, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui sont capables de donner des jetons qui soient des biscuits? Pas à ma connaissance. Il me semble que le projet, c'est Lemon LDAP, je crois. Je l'ai plus en tête, mais il y avait un projet qui a commencé à regarder ça. C'est des cas d'usage qu'on veut essayer. Faire par exemple une intégration Keycloak, faire des choses dans ce genre-là. Globalement, on peut très bien avoir un token qui est délivré effectivement par un IDP. Ça peut être... je crois que le seul cas où on pourrait pas, c'est si on est dans du protocole OIDC, où là, c'est directement spécifique, c'est un JSON token. Mais sinon, tout fournisseur d'authentification, tout
serveur d'autorisation haute, ou choses comme ça, pourrait créer du biscuit. À partir du moment où c'est quelque chose de complètement opaque qui doit être reconnu par le service qui vérifie, n'importe qui peut le faire. Mais là, effectivement, on a besoin de gens qui testent des choses comme ça, qui testent les cas d'usage, quoi. Et est-ce que c'est strictement réservé aux communications machine-machine ou ça peut remplacer un cookie ? Ça peut remplacer un cookie. Ça peut complètement faire le taf. Et il faut voir que beaucoup d'applications web aujourd'hui, après le téléchargement de la page initiale et l'identification utilisateur, en fait, c'est une sorte de communication au web service avec le client qui est la page web qui est remplie de JavaScript et qui va taper des services de back-end, d'arrière-plan, qui, eux, peuvent consommer des jetons. Du coup, est-ce qu'il existe plusieurs implémentations ? Est-ce que c'est standardisé ? Est-ce qu'il y a un RFC ? Enfin, c'est quoi ou est-ce que c'est au contraire protégé par des brevets et que du coup, il y a une seule société qui possède le système, le concept ? Alors, c'est complètement libre. Tout a toujours été sous licence MIT. Je crois même qu'on a mis aussi Apache 2. Dès le début, c'est un effort de plein de gens qui n'étaient pas que chez Clever Cloud d'ailleurs. Et actuellement, c'est des gens d'un peu partout. Ça a été construit par une spec dès le début. Il y avait l'implémentation de référence en Rust, mais en fait, elle servait en grande partie à créer des exemples de tokens qui font partie après de la spécification. C'est-à-dire que si on fait une nouvelle implémentation, on a une liste de tokens, de requêtes, de droits, et ça doit obtenir exactement les mêmes résultats que la version Rust. La spécification a toujours été faite publiquement. Il n'y a pas actuellement de RFC. Ce serait bien qu'on commence le process de passer par l'IETF à un moment. C'est un gros process qui prend un peu de temps, et je pense qu'il fallait attendre que la spécification se stabilise un petit peu. Là, on est à la version 2 de Biscuit, qui a été créée en fait parce que suite à pas mal de retours sur la complexité de la crypto, parce qu'en fait on était passé par plusieurs types d'algorithmes, et la version précédente en 1.0 c'était sympa, mais c'était vraiment trop compliqué. La version 2 a énormément simplifié ça. On a énormément simplifié le langage d'autorisation suite à beaucoup de retours d'utilisateurs, et donc là, maintenant, on pourrait, je pense, commencer un processus de standardisation plus clair. Mais actuellement, il y a une spec et toutes les implémentations suivent cette spécification. Mais donc, du coup, quelles sont les garanties que vous offrez par rapport au changement de version majeure ? Je sais que, par exemple, dans Go, ils garantissent que tout ce qui est dans la librairie standard ne sera pas modifié sur une version donnée, etc. Est-ce que vous, si demain, vous faites une version 3, la version du cookie est dans l'entête et du coup le système peut être rétrocompatible, ou est-ce que si on fait une migration, il faut faire une bascule d'une version à une autre, j'allais dire comment ça s'appelait, la Flag Day sur Internet, où tout le monde change de version d'IP un certain jour, quoi. Ouais, alors ça c'est un problème qu'on a regardé dès le début, parce qu'effectivement oui, je dois changer mes tokens, ou même je dois changer de clé. En fait, on va changer la clé route, ça arrive. Ça, c'est quelque chose qui est géré. En fait, on peut avoir un identifiant de clé dans le token qui dit, voilà, est-ce que c'est l'ancienne clé ou la nouvelle ? Et puis, ça permet de faire la rotation petit à petit. Et en fait, sur les versions du token, on a ça aussi. Et on est parti sur une gestion de version assez fluide. C'est-à-dire que peut-être qu'on a envie de rajouter des fonctionnalités au système d'autorisation, mais ça va pas être un breaking change pour le token entier. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que dans un bloc du token, en fait chaque niveau d'atténuation du token est un bloc. C'est une chaîne de blocs. Chaque bloc porte sa version. Et donc si par exemple ce bloc-là dit moi en fait j'utilise telle fonction, je sais pas, de la concaténation de chaînes de caractères qui n'était pas dispo à tel moment et qui le serait bientôt, en fait le vérifieur il voit arriver le token, il dit alors moi je supporte les versions de celle-là à celle-là. Il regarde le numéro de version, il l'autorise ou pas. Et il y a des numéros de version, on va dire là c'est vraiment un changement critique où on est obligé de dire c'est pas compatible. Mais dans l'idée on part sur des mises à jour beaucoup plus douces et une indication explicite de voilà, t'as un token qui a cette version-là, qui a besoin de ces fonctionnalités-là, est-ce que tu l'acceptes ou pas? Et donc, si par exemple on est dans un système de microservices, la mise à jour, ça va se faire par
D'abord, les services les plus au bout de la chaîne, on les met à jour. On met à jour la version de Biscuit chez eux pour que ça supporte les tokens des versions les plus avancées. Puis de proche en proche. Et puis après, on commence à mettre à jour les tokens. En fait, les services ne verront arriver que des tokens qui comprennent. Donc là-dessus, oui, on est obligé de supporter un range de versions parce que du côté utilisateur, on va peut-être avoir des gens qui reviennent avec leur cookie contenant un token qui a pas changé depuis 3 mois et en fait, nous derrière, on a changé de version de Biscuit. Donc la gestion de version, c'est un sujet. C'est un sujet qu'il faut adresser. Donc là, tu me parles de chaîne de blocs. C'est du protobuf, c'est de la SN1 ou c'est autre chose ? Quel est le format de sérialisation et comment vous garantissez qu'il est un petit peu robuste ? Je sais que Rust est très robuste pour tout ce qui est parsing, mais si je décide de faire une implémentation en C demain, quelle est la complexité du format de représentation interne ? C'est du protobuf V2. En fait, on a testé plein de formats avec comme contrainte la taille. Est-ce qu'on peut avoir une représentation canonique ? Et ça, généralement, on n'a pas ça. Bon, on a testé plein de trucs et à la fin, protobuf avait l'attrait que c'est suffisamment petit et il y a des implémentations de bonne qualité dans la plupart des langages. Parce que c'était cette idée qu'on doit pouvoir faire des implémentations dans plein de langages différents et il fallait quelque chose d'assez compatible. Après, si tu veux faire une implémentation en C, t'as pas besoin, parce que l'implémentation en Rust vient avec des headers C et tout ça, donc en fait, on peut l'utiliser directement dans une application C. Oui, mais là, je te sortirais l'argument habituel contre Rust, qui est qu'il y a plein de plateformes qui ne sont pas officiellement supportées, donc si tu veux faire du RISC-V, enfin, je ne sais plus quelle est la liste, peut-être même du Linux 32 bits, je crois qu'il y a un truc comme quoi c'est pas supporté. Mais... RISC-V, je suis quasi certain que ça fonctionne, parce que voilà. Non, effectivement, si tu as ton Big Iron, oui, d'accord, peut-être que ça va peut-être pas marcher. Si quelqu'un a vraiment ses besoins, qu'il vienne et qu'il finance, parce qu'on trouvera un moyen, hein, mais... Bon. Du Rust sur S400, va falloir être un peu tordu. Honnêtement, je suis sûr que quelqu'un a essayé. Ok, Geoffroy, est-ce que donc le projet est open source? Est-ce que vous avez besoin de ressources? Si oui, quel type? Des contributions? Si oui, quel type? Ce que je disais, c'est qu'on cherche des cas d'usage. On cherche... voilà, moi j'ai telle application dans tel langage, tel framework. Comment est-ce qu'on fait l'autorisation? Viens, on va regarder, on va faire un exemple et voir si ça marche bien. C'est ce genre de choses qu'on cherche actuellement. Et de ces cas d'usage vont sortir, mais en fait, il y a peut-être telle fonctionnalité qu'on n'a pas, et donc c'est le moment de s'y intéresser. Donc là, c'est vraiment de l'usage, du test, des retours. C'est très très stable actuellement, donc on commence à être vraiment content, mais voilà, là, c'est le moment où on doit communiquer à fond sur le projet et faire ainsi à plein de monde. Alors, le site web, c'est biscuitsec.org, c'est ça ? Oui. Les gens, il y avait des gens qui avaient fait les gens de chez Acert qui avaient fait un petit site autour de Biscuit il y a quelques temps. Et en fait, ils ont gracieusement passé le domaine pour qu'on mette toute la doc Biscuit dessus parce que voilà, le jeu de mots était trop drôle. On a plein d'exemples sur le site de tous les langages et notamment dans la page web il y a des exemples d'utilisation du datalog, d'application des droits. Tout ça c'est fait en WebAssembly utilisant la version Rust, c'est-à-dire qu'on change le moindre caractère, la moindre ligne dans le datalog, et ça va être revalidé en live dans le navigateur parce que voilà, on commence à avoir plein d'outils pour ce genre de choses. On a aussi une ligne de commande, on a plein de choses. Ça me semble être une bonne conclusion, mais peut-être que tu souhaiterais ajouter un dernier mot ? Oui, Biscuit, c'est le futur de l'autorisation, donc on vous attend. Hein. Merci Geoffroy. Merci à vous. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.